Bienvenue au sein du prestigieux club de Cartillo, un espace exclusif et véritablement unique en son genre qui rassemble des membres passionnés dans une atmosphère à la fois chaleureuse, élégante et parfaitement raffinée pour tous ceux qui le fréquentent régulièrement aujourd'hui. De retour pour un nouvel épisode de Chronique Noire, et comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas la même chose de lire les faits que de les entendre raconter de première main. C'est pourquoi nous avons voulu inviter aujourd'hui Nicolas Escobar, le neveu de Pablo Escobar. Nicolas, bienvenue. Comment vas-tu? Un salut très spécial pour toi et pour toutes les personnes qui nous regardent lors de cette émission. La première que nous faisons en ce mois de janvier 2026. Encore une fois, un salut très spécial pour toi et pour tous ceux qui nous regardent et surtout que cette année soit remplie de santé pour chacun d'entre eux. Nicolas, j'aimerais commencer notre conversation en te demandant si c'est lourd de porter le nom de famille Escobar. Eh bien, pour moi, non. Pour moi, c'est une immense fierté. Je porte le nom de famille Escobar et c'est pour une raison très simple. Je suis catholique, je crois en Dieu. Dieu m'a donné l'opportunité d'arriver dans cette famille et aujourd'hui que j'en fais partie, je ne peux pas commencer à en parler en mal ou à me sentir mal à l'aise à cause de ce que Dieu m'a donné à porter. Donc, je le porte avec fierté et je le porterai toujours très haut en donnant le meilleur de ce nom tant que j'aurai la possibilité de faire de bonnes choses et de pouvoir les montrer pour que tout le monde voit ce qu'est un homme. Tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte n'est pas forcément ce qui s'est réellement passé. Donc, je me sens fièrement Escobar. Je reformule. Plutôt que de demander si le nom pèse, être le neveu de Pablo Escobar pèse-t-il sur toi? Excuse-moi, peux-tu répéter s'il te plaît? Je n'ai pas très bien entendu ce que tu as dit. Oui, Je reformule la question. Au lieu de demander si le nom Escobar pèse, est-ce que le fait d'être le neveu de Pablo Escobar pèse sur toi? Non, pas du tout. Absolument pas. Au contraire, chaque fois que je raconte de qui je suis le parent ou chaque fois que quelqu'un se rend compte de qui je suis le parent, cela ouvre des portes, m'offre des possibilités, me donne des options de négociation différentes. Donc honnêtement, non. À moi, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, je peux vous dire à chacun d'entre vous qu'au contraire, cela m'ouvre énormément de portes. Nicolas, nous avons vu énormément de séries télévisées, de nombreux documentaires qui parlent de la vie de ta famille, de la vie de ton oncle. Est-ce que l'un d'eux raconte en grande partie la vérité sur ce qu'a été la famille Escobar? Eh bien, beaucoup de personnes racontent ce qui les arrange. Je pense que même en commençant par sa propre épouse et son fils, ils montrent aux gens ce qui leur convient, ce qu'ils veulent bien montrer, ce qu'ils souhaitent que les gens connaissent de ce qu'ils ont vécu, de ce qui s'est passé, mais surtout selon la manière dont ils veulent présenter les choses pour pouvoir montrer cela au public, pour pouvoir leur vendre cette histoire. Je pourrais dire que, eh bien, peut-être que la seule personne qui s'est consacrée à raconter l'histoire réelle du point de vue réel, en relatant véritablement ce qui s'est passé sans y ajouter aucune sorte de détournement, sans montrer ce qui n'est pas. Je pense que cette personne, ça pourrait être moi. C'est pourquoi, lorsque tu m'as envoyé l'invitation pour participer en direct, j'ai été totalement franc avec toi. Quand tu m'as demandé s'il y avait un sujet qu'on ne pouvait pas aborder, moi, je crois, et tu peux en témoigner, que la première chose que je t'ai dite a été non, aborde tous les sujets sans aucune contrainte. Parce que l'important, c'est que les gens connaissent la vérité et découvrent les choses directement en les demandant comme il se doit. C'est vrai, j'ai demandé à Nicolas s'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas qu'on aborde, un sujet dont il ne voulait pas qu'on parle. Il m'a dit non, non, tu peux absolument tout demander ce que tu veux. Nicolas, si tu es d'accord, commençons par le début. Quand s'est formé ce qui allait ensuite être connu comme le cartel de Medellín? Je pense sérieusement que le cartel de Medellín commence tout doucement à se former sous nos yeux au moment où il y a le premier gros ou grave problème qui est la mort du ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, et c'est à cette époque que cela commence à se former. Pour expliquer aux gens qui est le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla,
C'est une personne qui, au début, lorsque Pablo entre en politique, se charge de détruire le processus politique de Pablo Escobar. Et Pablo, avec les membres du cartel de Medellín, donne l'ordre de l'assassiner. Et c'est le premier ministre assassiné par le cartel de Medellín à cette époque des années 80. À cette époque des années 80, Nicolas, est-ce que votre famille était déjà l'une des plus riches du monde? Oui, je pourrais... Voyons, dans le magazine Forbes, il est dit que Pablo... Mon travail est facile parce que j'utilise Clica. C'est comme ça que je garde le contrôle de toutes mes tâches. Je commence par vider tout ce que j'ai à faire dans une vue en liste. Ensuite, j'assigne une priorité et une date de livraison pour garder tout en ordre. Je crée des statuts personnalisés pour organiser ma progression exactement comme je le souhaite. J'aime ajouter le champ des éléments d'action. Tant d'opulence parce que, bien sûr, nous parlons d'une Colombie qui était aussi plongée dans la pauvreté, ou du moins une grande partie d'elle, et vous viviez, comme on dit ici, sur un grand pied. Oui, on vivait sur un grand pied, tu as raison là-dessus. Mais je me souviens aussi que Pablo avait une devise. Il disait toujours qu'il n'était pas capable de prendre le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner plus d'une fois. Par là, il voulait dire que l'argent qu'il avait était destiné à être partagé avec les personnes les plus pauvres qui vivaient dans la ville de Medellín. Pablo a essayé de créer 2 méga-universités dans l'Antioquia, précisément à Medellín et en périphérie de Medellín, pour donner l'opportunité aux gens d'étudier dans une université où ils n'auraient pas à payer un seul centime. On ne l'a pas laissé faire. Ce n'était pas une question d'intention. Un des politiciens qui a rencontré Pablo lui a même dit très clairement au peuple du pain et des jeux, et cela a beaucoup dérangé Pablo. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il existe un quartier très connu qui était le quartier Medellín Cintuburios, que les habitants eux-mêmes ont ensuite rebaptisé Pablo Escobar, où lors du dernier recensement, il y avait 6250 maisons. C'est le quartier le plus connu, mais Pablo n'a pas seulement construit un quartier, il en a fait 3 où vivent de nombreuses personnes et où on leur a donné la possibilité d'avoir un logement digne. Il faut aussi savoir que Pablo, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était jeune, sa première maison avait un sol en terre battue et cela l'a profondément marqué. Pablo n'a jamais eu de cadeau à Noël le 24 décembre pour pouvoir profiter du petit cadeau de l'enfant Jésus qui, pour la grande majorité, arrive le 6 janvier, le jour des rois mages. En Colombie, on continue de célébrer le 24 décembre l'arrivée de l'enfant Jésus comme la distribution des cadeaux pour les enfants. Pablo a donc toujours vécu avec cette douleur au fond de son âme, voyant des gens obligés de vivre dans la rue. Il ne supportait pas cela et il ne supportait pas non plus qu'un enfant passe le mois de décembre sans pouvoir recevoir un petit cadeau. Nicolas, comment se sont passés les débuts? Pablo Escobar, comment a-t-il commencé? On peut le dire ouvertement, un peu dans le monde du crime. Eh bien, comme je te le disais précédemment, Pablo, n'ayant aucune possibilité dans la vie normale que nous devrions tous avoir, c'est-à-dire une bonne éducation, une bonne maison où vivre, il essaie, lorsqu'il arrive dans la ville de Medellín, plus précisément dans le quartier La Paz de la municipalité d'Envigado, avec ses amis, de trouver comment commencer à se construire un certain pouvoir d'achat, une manière de pouvoir